Oh là là, t'as vu ça, comme on est raccord sur les couleurs? Oh là là, on est en harmonie. Donc, le sujet de l'interview, comme je te disais, c'est les femmes inspirantes, authentiques et imparfaites. Comme moi. Voilà, hein, comme moi aussi, donc c'est parfait. C'est parti. De m'inviter à m'exprimer sur ce sujet-là. Mais c'est avec grand plaisir. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter quel type de personnes tu accompagnes dans tes coachings? Oui. Alors moi, je suis coach de vie et j'ai un volet, une autre casquette aussi thérapeute, on va dire ça comme ça, parce que j'ai des outils thérapeutiques en termes de libération émotionnelle. Et moi, j'accompagne les mamans en détresse qui en ont marre de crier sur leurs enfants, qui sont vraiment épuisées, pas loin du burn-out parental et qui vraiment se posent la question de comment faire différemment pour mieux vivre la relation avec leurs enfants et aussi dans leur foyer. Donc, je les accompagne à devenir calmes et sereines pour pouvoir notamment apprendre à parler à leurs enfants sans crier, même si elles sont fatiguées. Magnifique! Je pense que ça peut toucher beaucoup de mamans. Oui, malheureusement. Et tout ça, bah, ça parle en fait de mon vécu, de mon expérience. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on enchaîne directement sur la question d'après, du coup. Et, Lance-moi. hein, on a vu ça? On n'a pas besoin de faire de transition, elle est déjà toute faite. Ça veut dire que par rapport à cette question sur l'inspiration, qu'est-ce que toi aujourd'hui tu aimerais partager avec les femmes que tu accompagnes sur justement le fait qu'elles puissent ne pas voir en toi uniquement cette femme qui est transformée aujourd'hui, mais le chemin que tu as fait pour qu'elles puissent aussi se sentir inspirées et se dire que c'est possible. Alors déjà, je dirais que je suis toujours en cours de transformation. Je n'ai pas cette vertu de me dire que tout est fait et que tout est parfait. Certainement pas. C'est aussi dans ton titre, femme imparfaite. Moi, ce que je peux dire, c'était que le point de départ de ma transformation, de mon évolution, c'était à travers la maternité, c'était à travers toutes les difficultés que j'ai traversées, puisque mon parcours est assez atypique et assez chargé, puisque je suis passée par une fécondation in vitro pour avoir des jumelles qui sont nées donc en 2013, il y a 10 ans. Et en fait, j'ai fait une embolie pulmonaire pendant ma grossesse, donc à 7 mois de grossesse. Donc elles sont nées prématurées, il y a eu énormément de complications. Je te la fais très très courte, ça a duré 8 heures. Je me suis réveillée en réanimation au service cardiologie, intubée, pleine de fils, pleine de bleus, multitransfusée de sang, etc., etc. Et en fait, le point de départ, ça a été d'avoir un corps qui a subi tout un tas de violences, de souffrances pendant le moment d'accoucher. Moi, quand ils m'ont endormie pour l'anesthésie générale, je pouvais plus respirer du coup, et en mettant le gaz, je me disais, ben, je repoussais parce que je disais, je n'arrive pas à respirer. Tu me mets déjà un truc, j'arrive encore moins. Donc la sensation de mourir en allant donner la vie. Tu peux comprendre tous les Ouais. dysfonctionnements que ça a eu et l'impact émotionnel que ça a eu. Et donc, il a fallu 3 ans pour que je me rende compte que vraiment ça a été un traumatisme, que mon corps vraiment souffrait. Et il a fallu, au lieu de me faire interner en maison de repos, eh bien, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qui n'allait pas en moi. Et ça a été la grande porte ouverte de toute la transformation, de toute la métamorphose, parce qu'il a fallu déjà que je me soigne moi et que je vois qu'est-ce qui m'avait amené jusqu'ici aussi dans mon couple et beaucoup de sujets. Et donc, c'est ce que je dis aux mamans que j'accompagne, c'est que vraiment tout part de soi. J'avais encore un coaching juste avant toi ce matin, c'est que on a notre vision des choses, on a notre façon de faire et de voir, et celle qui nous a été inculquée aussi par nos parents, et de voir en quoi est-ce que ça a un fort impact sur l'enfant qu'on est en train d'élever et sur l'adulte de demain qu'on est en train de construire. Parce que très tôt, Ouais. moi j'ai eu cette vision-là que oui, ce sont des enfants, mais je suis en train de construire des adultes. En tout cas, je Mhm. voudrais leur donner des outils pour qu'ils puissent se construire aussi et se poser la question aussi de quel est le monde que je voudrais leur transmettre, cette vision des choses aussi là d'adultes éveillés, de femmes
en conscience. Et voilà, ça a été très, très vite un chemin, en fait, pour moi qui s'est fait dans cette transmission. Donc, si je reprends ce que tu dis, à un moment, tu soulignes que finalement, tu t'es ouvert le champ des possibles en te disant, j'ai pas envie de me soigner ou d'évoluer par la médecine traditionnelle, on va dire. J'ai envie de trouver d'autres choses qui s'ouvrent à moi et tu t'es donné les possibilités, parce que c'est ça qui est important aussi de souligner aux femmes, c'est de pouvoir se donner les possibilités de trouver la manière dont tu avais envie, toi, Mm. de changer. C'est ça? C'est ça. Oui, je dirais même plus, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle ne m'aidait pas, en fait. Mhm. Euh, Très tôt, tout de suite, quand je me suis réveillée, les premières visites des médecins, c'était bon. Bon, ça a été mouvementé, mais bon, ça va. Donc, ne pas regarder, tu vois, ce qui est souffrant tout de suite. Puis en plus, j'étais en vie, mes deux filles étaient en vie. Mhm. Voilà. En plus, j'avais eu de la chance que la première fille marche. Donc, tu sais, tout de suite, oui, on dit que c'est important de voir le positif, mais avant de transformer le positif, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à transformer Ouais. et regarder un peu cette souffrance-là. Et moi, on ne m'a pas laissé cette opportunité-là. Donc, je suis restée là-dedans et j'arrêtais pas d'avoir un corps qui souffrait, beaucoup d'hernie discale, beaucoup de lombalgie, etc. J'enchaînais les virus, enfin, vraiment beaucoup de choses au niveau médical. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. Et j'étais à l'époque tombée sur cette citation de Platon, on ne peut pas chercher à soigner le corps sans chercher à soigner l'âme. Et là, ça a Mhm. été... Le Mais, déclic? mais bien sûr. Et si le niveau de souffrance était beaucoup plus bas. Et Ouais. effectivement, je me suis tournée vers des thérapies, notamment pour traiter les traumas, Mhm. parce qu'il y a la traumatrice, donc le MDR, et beaucoup de choses pour alléger en fait tout ça. Et après, bien sûr, ça a été transformé. Et c'est ce point de départ qui me fait aujourd'hui, 10 ans après, être coach, accompagner les mamans et avoir transformé tout ça. Mais avant, c'était de voir qu'est-ce qu'il y avait en souffrance. Donc, on peut résumer en disant que déjà, s'autoriser à trouver la manière dont on a envie d'être pris en charge, de ne pas nier la souffrance, parce qu'elle est importante. Euh, c'est important d'en prendre conscience et de ne pas la mettre dans un placard, parce que de toute façon, elle ressort, comme tu l'as dit, hein, elle Complètement. est ressortie dans ton corps, mais comme ton âme, voilà, n'était pas sereine et soignée, finalement, voilà, il fallait que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre. Complètement. Et du coup, ensuite, mettre en place des choses, des actions concrètes pour que ça évolue. Complètement. Et je vais même te dire, il y a eu un nouveau volet qui date d'il y a 1 mois et demi, 2 mois, où j'ai vraiment compris cette notion de travailler sur les 3 plans, sur les 3 C, le cerveau, le corps et le cœur. Moi, j'avais beaucoup travaillé et l'émotionnel et le cerveau pour essayer d'apaiser tout ça. Et en fait, et le corps aussi, sur une certaine façon, mais je suis encore une fois à ce niveau-là rentrée beaucoup plus dans le subtil, beaucoup plus en profondeur, parce que ça a été une libération du système nerveux avec une pratique notamment de respiration et le breathwork. Et en fait, ça a été très intense, mais très révélateur de à quel point est-ce qu'un trauma pouvait être ancré dans les moindres cellules de notre Mm. corps. Il n'y a pas que la tête, il n'y a pas que l'émotionnel et il n'y a pas que le corps au niveau mécanique. Il y a vraiment aussi ce niveau subtil. Donc c'est un long chemin, en fait, encore aujourd'hui, au bout de 10 ans. Mais parce que souvent, ce qu'on voit chez certaines femmes, c'est qu'il peut y avoir de la culpabilité aussi à revivre l'émotionnel en fonction des situations qui se répètent de manière un peu comme ça systématique, ou parfois aussi quand on est renvoyé à quelque chose qui nous ramène à ce trauma. On se dit, mais ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que j'ai vécu ce truc-là. Bon, je peux peut-être passer à autre chose, mais ça suffit pas, quoi. Il faut aussi, voilà, aller travailler en profondeur. Complètement. C'est pas qu'une question de volonté. Parce que la volonté, elle était là, mais malgré tout, à chaque fois, il y avait une couche. Donc, voilà. Et ça aussi, cette notion de culpabilité, mais ô combien je l'ai traversée, puisque la première chose que j'ai dit, même à l'hôpital à l'époque, c'était de me dire que mon premier rôle, c'était de les garder les plus longtemps possible dans mon ventre et que j'avais même pas réussi ça.
Donc, tu vois, tout de suite, là, on y va à gros coups de fouet et Ouais. toute une idée sur la culpabilité. Et ça, aujourd'hui, je l'ai compris que ben, je ne suis pas coupable. Par contre, j'ai ma part de responsabilité. Et ma part de responsabilité, c'était de m'alléger pour Mhm. alléger au maximum dans la transmission, dans ma façon d'être avec mes enfants. Et aussi, après, ben, dans le subtil, je suis sensible aux énergies, à la transmission, à la transgénérationnelle, de ben, alléger la lignée aussi. Super, magnifique. Alors, on enchaîne sur l'authenticité. Du coup, dans cette période, avant que tu aies pu évoluer, et puis ensuite dans la période où tu as réussi à mettre finalement des mots MOTS sur des mots MAUX, hein, comment est-ce que tu as pu rester quand même connecté à ton authenticité ou pas? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais pour rester connecté à cette authenticité? Je pense que c'est dans ce chemin-là que j'ai découvert mon authenticité. Et que, au contraire, avant, j'étais pas du tout authentique, j'étais dans des cases, j'étais dans des façons de faire qu'on m'avait appris. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup plus découvert sur ce chemin-là, aussi à travers la parentalité, parce que ben voilà, moi j'ai été élevée dans beaucoup de dureté, voire de violence. Et bah, je faisais partie de ces parents qui, à l'époque, disaient, bon, bah, moi, j'ai vécu bien pire qu'une fessée, donc une fessée, ça va pas, voilà, ça va pas faire de mal, j'en suis pas morte. Et quand par trop plein, par mal-être, eh bien, c'est sorti, ça, en fait, ça m'a vraiment blessée. Je me suis dit, ah, mais ok, bon, moi, je me suis construite là-dedans, ça fait partie d'une lignée, ok, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc, il a fallu vraiment casser ça et aller à la recherche de cette authenticité. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que ben, j'en retire de ça et qu'est-ce que j'ai envie, encore une fois, de transmettre. Donc, aller sur ben, casser tous les codes, notamment d'éducation. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur ça et aller ben, sur la recherche de ce qui me correspond, de ce qui me... Et même, ben, même si c'est en opposition, Mmh. parfois avec tout l'entourage. Donc, rester sur ben, de quoi est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. À chaque fois, c'est ça. Et ça ne peut que donner beaucoup d'apaisement déjà pour soi et la satisfaction, si je peux dire ça comme ça, d'avoir ben, ces enfants qui évoluent en fonction bah, de ce qu'on a pu se dépouiller ou de ce qu'on a pu construire. Donc l'authenticité, elle peut se construire aussi à mon sens. En tout cas, aller à sa recherche. Et ce que je trouve intéressant là que tu as souligné, c'est même si ça va à l'encontre de ceux qui nous entourent finalement, parce que c'est de l'ordre presque du vital. Complètement, complètement. Et pour te donner un exemple très très concret, moi il y a 10 ans quand j'ai entamé le parcours de FIV, on nous avait posé la question est-ce que vous voulez voir une psy? Et moi à l'époque j'étais bon allez, je suis pas folle, j'ai pas besoin d'une psy. J'ai un projet, je sais comment le faire pour le concrétiser, on y va, go. Donc ça a été aussi un long chemin parce que bah, voilà, maintenant ça fait des années que je suis accompagnée, pas forcément pour traiter quelque chose, mais juste pour parler. Et que, ben, voilà, mon père, qui a bientôt 70 ans, est rentré en thérapie pour essayer de s'alléger aussi. Donc ça, le travail sur soi, ça a aussi énormément de répercussions ben, sur tout son entourage et que rien n'est jamais trop tard. Excellent. Ah ouais, ça c'est vraiment une belle clé, que rien n'est jamais trop tard. Et je trouve là aussi intéressant ce que tu viens de dire sur le fait que ton papa lui-même est devenu acteur de son évolution, mais c'est pas toi qui as voulu devenir son sauveur et le modifier. Parce que souvent, on a Non, tendance à vouloir changer l'autre. complètement. Et la clé qui a été activée là-dedans, c'est justement oh, c'est dur à dire, mon authenticité, avec la liaison, c'est trop difficile, mon authenticité. Et le fait de la communiquer et de rester droite avec ça en disant bah, ça, je suis pas d'accord, ça, sinon, la limite, elle est là. Si tu continues comme ça, il va se passer ça. Et moi, je vais rester avec moi parce que je suis la personne que j'aime le plus au monde. Et ça, c'est cette direction-là, j'ai pu l'incarner, même pas, Mhm. c'est venu comme ça avec différentes personnes de ma famille et ça a eu des répercussions vraiment très belles aussi. Donc quand on incarne, quand on a construit son authenticité et qu'on l'incarne, eh bien
après, tout bouge. Tout bouge. Tout bouge. Il faut quand même peut-être prévenir aussi les femmes que parfois tout bouge, mais au départ, les autres sont pas avertis. Donc, ils peuvent être surpris et ne pas toujours réagir comme on aimerait. Je vois Oui, moi par exemple avec certaines femmes, je travaille sur la posture de la petite fille qui a toujours besoin de la validation de l'autre pour faire des choix. Ça peut être parfois compliqué si on est encore dans cette dynamique-là d'aller dire à l'autre non, là c'est ma limite, tu peux pas. oui, bah, de façon très concrète, ça s'est traduit par un divorce avec le père de D'accord. mes filles, avec qui j'étais pendant plus de 14 ans, avec qui on avait traversé la FIV. Donc, effectivement, cet appel du cœur, en fait, hein, pour Mhm. se sauver soi, pour moi, ça a été ça. Et ben, ça nécessite parfois de lâcher des personnes avec qui on avait construit tout un tas de choses et qui n'entrent pas dans la même direction. C'est pas une question d'amour. Ouais, Mais parfois, c'est une question, ben ouais, en fait, moi j'ai besoin d'aller là, toi tu as besoin d'aller là, ben c'est pas compatible en fait. Et ouais. effectivement, ça nécessite de parfois ben, briser des liens. Oui, parce que parfois, on peut voir certaines femmes pour pouvoir, pour l'exemple du mariage, par exemple, continuer dans cette lignée, peuvent s'oublier, se nier, comme on nierait la douleur, hein, ce qu'on a dit, ou la souffrance, comme on a dit tout à l'heure, et finalement se retrouvent à l'âge où on est censé peut-être mourir. Bon, on sait qu'on peut mourir à chaque instant, mais voilà, hein, sur moi, ce que j'appelle son lit de mort, et quand on fait le bilan de sa vie, où on se dit finalement, j'ai gâché ma vie parce que je n'ai pas fait les choix qui étaient vraiment mes vrais choix. Mm, mm, mm. En écoutant mon authenticité, j'ai appris à développer mon intuition et cette notion de vision. Et à ce moment où j'étais vraiment dans le dur, notamment aussi dans le mariage et les besoins différents, j'ai eu cette vision très très claire que si je continuais comme ça, de toute façon, quand les filles allaient partir, on allait être deux inconnus et que moi, j'aurais développé une maladie grave. Donc, si tu veux, je fais, bon, j'ai pas très envie de ça. Je vais Le choix essayer de, était clair. voilà, je vais essayer de faire différemment et Ouais, tant pis pour ce qui peut se passer autour parce que le choix, c'est moi. Et ouais. bien sûr, la répercussion pour mes filles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, parce que comme tu soulignes là, c'est aussi important. Souvent, dans notre tête, on a cette petite voix qui nous informe, Mm. mais on préfère la faire taire parce que bah, c'est un peu dérangeant. Il faut prendre quand même un choix qui n'est pas Mhm. simple, qui demande aussi parfois du courage dans le sens où bah, faut se positionner. Bien Voilà, sûr. on peut parfois prendre des risques parce que tu te dis, je vais me retrouver toute seule avec ces deux petites filles. Et des fois, la simplicité peut faire qu'on ait envie de rester, mais la survie, elle est ailleurs. C'est ça. Et je pense qu'une autre clé, c'est cette notion de besoin. Même si j'avais un besoin de sécurité fort, et la sécurité aurait été de rester dans le mariage, j'avais surtout un besoin de survie, comme tu l'as dit, mais Mhm. voilà, d'authenticité et de me libérer et que ça ça prévalait sur tout. Donc, quand on se pose la question vraiment de quoi est-ce qu'on a besoin, ben, si c'est quelque chose, un appel qui est vraiment très fort, ben, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. J'ai mis les choses en place pour ben, respecter ce besoin-là et Mhm. l'assouvir. Et comme ça, après, j'ai pu passer à d'autres étapes. Génial. Bon, alors on se la fait cette question sur l'imperfection. Vas-y. Alors, du coup, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette question, c'est de voir comment est-ce que toi, tu peux composer avec ta part d'ombre, avec tes imperfections, tes défauts, sans que ça vienne t'anéantir, te rabaisser, te faire sentir moins importante ou moins intéressante dans ta vie. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre mon fonctionnement. J'ai beaucoup été critiquée ou rabaissée par rapport à mon hypersensibilité, que j'ai découvert sur le tard, il y a à peine 3-4 ans. Et avant ça, je comprenais pas en fait pourquoi j'étais si sensible à ça, pourquoi je pouvais pleurer pour ça, etc. Et en fait, quand j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement, déjà, ça m'a déculpabilisée. Je me suis dit, bon, ben, c'est comme ça. Je vais pas me poser la question pourquoi est-ce que je suis brune alors que je voulais être blonde, ben, je suis brune.
Donc, comment est-ce que je peux faire avec ça? Et du coup, j'ai très vite compris que justement, par rapport à mon chemin avec les circonstances de la naissance, c'est que c'était important de regarder cette part d'ombre et que justement, je l'avais tellement essayé de la réprimer qu'elle m'avait complètement explosé la figure. Et ce que je dis à mes clientes, les mamans, c'est que je prends souvent l'exemple du GPS. Le GPS, tu as beau mettre la destination, si tu mets pas la position, il n'y a pas d'itinéraire. Et pour avoir la position, il faut avoir une connexion. Ce qui veut dire que pour avoir le chemin de ta vie, c'est important de voir où est-ce que tu en es. Et où est-ce que tu en es, c'est une connexion à soi. Et parfois, bah ouais, de regarder à quel point est-ce que tu es dans la merde. Et à combien, quelle distance est-ce que c'est étalé. Regarder, oser regarder tout ça. Et c'est quand on regarde tout ça qu'on peut se dire, bon, j'en suis là, je veux aller là, donc je peux faire différemment. Il y a vraiment cette notion de oser regarder. Et je prends souvent aussi l'exemple de quand on a peur parce que la lumière commence à baisser chez soi et qu'on n'a pas encore allumé la lumière. Tu sais, cette espèce de lumière Ouais. entre chien et loup, comme on dit là. Et parfois, tu peux voir une ombre chez toi. Et ben, soit tu as peur et que tu te laisses envahir par la peur, tu fuis, tu es dans ton placard sous ta table ou quoi, et tu te fais tous les scénarios catastrophes en mode je vais me faire bouffer, ou tu peux juste allumer la lumière. Ouais. Et si tu allumes la lumière, tu vas, ah bah non, il n'y a pas d'ombre. Ah bah il y a une ombre, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Et là, je peux vraiment me mettre en sécurité. Donc j'ai vraiment compris que affronter ses peurs, affronter ses démons, vraiment les regarder en face, c'est ce qui leur donne le moins de pouvoir. Excellent. Ça veut dire que du coup, pour les femmes qui nous regardent, aujourd'hui, hem, c'est faire un peu le miroir avec, ce qu'elles sont, mais parfois c'est difficile quand on a pris l'habitude de masquer, de pouvoir voir réellement, voilà, ce qui dysfonctionne. Hem, Est-ce que tu as une clé à leur délivrer pour qu'elles puissent commencer à pouvoir, s'autoriser, parce que parfois c'est ça, on s'autorise pas à voir, notre part d'ombre, mais s'autoriser à voir tout ça pour avoir un début d'évolution? Mm. De toute façon, la part d'ombre, elle existe. Ça fait partie du grand tout. J'ai toujours cet exemple du yin et du yang, rien. En fait, il y a du blanc, il y a du noir, et dans le blanc, il y a du noir, et dans le noir, il y a du blanc. Donc, il n'y a rien qui est jamais intact dans les extrêmes. Donc, de toute façon, cette part d'ombre, elle est là, et ça demande beaucoup plus d'énergie à lutter contre qu'à faire avec. Et on parle beaucoup d'acceptation et de lâcher prise, ok, mais quand on a beaucoup été en lutte par rapport à ça, déjà, la première chose, c'est accueillir qu'on est en lutte, accueillir qu'on n'accepte pas. Et c'est déjà un premier pas vers l'acceptation, accepter ce qui est. C'est tellement plus dur que de faire différemment. On dépense tellement d'énergie à faire comme si, alors que ben, regarder les choses telles qu'elles sont et les accueillir telles qu'elles sont, ben, c'est beaucoup plus facile. C'est le premier point de départ. Merci pour cette belle clé de, accepter qu'on soit en lutte. Parce que souvent on nous dit: «Accepter, que tu sois», bah, par exemple même triste, voilà, ou une émotion, hein, accepter son émotion. Mais là même d'être en lutte, c'est pas fréquent qu'on entende ça. C'est ça. Vraiment, et encore une fois, ça peut être. Enfin, je fais vraiment la différence entre l'accueil et l'acceptation. On peut accueillir qu'on n'accepte pas. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, Euh, exactement. et Et ça, c'est je là où est la n'accepte pas. subtilité et où est la clé. Bien, comprendre que là, effectivement, il y a un truc qui se joue, quoi. Si on est en lutte, alors à ce moment-là, qu'on accepte qu'on soit en lutte, et c'est là où on va commencer à Complètement. pouvoir voir les Complètement. choses, si on n'est pas en capacité de pouvoir les voir. C'est se voir exactement là où on en est. Si on est sur le champ de bataille en train de batailler, bah on est sur le champ de bataille en train de batailler. C'est ça. Et ne pas remettre cette culpabilité qui finalement est souvent, un peu un moyen de se défendre. Mm, mm, mm. Tout est un passage, rien de dur. Donc voilà. Et dans le passage, moi j'entends un pas sage.
Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est aller vers cette sagesse, aller vers cette conscience de soi, ce respect de soi et cette estime de soi. Et ça passe par aussi accueillir sa part d'ombre. Waouh, j'adore! Clément, je te remercie infiniment pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Si on résume un peu, euh, on accepte d'être dans la souffrance à un moment donné pour ne pas somatiser pendant des années suivant le traumatisme. À un moment donné, on se pose les vraies questions de se dire, OK, est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Est-ce que j'ai envie de vivre cette vie-là? Est-ce que je partage les bonnes choses avec les bonnes personnes? Peut-être que j'ai évolué, on a pris deux chemins différents. Voilà, on se pose les questions. Une fois qu'on a les réponses, on les accepte et on met en place des actions pour pouvoir s'épanouir dans sa manière d'être et pas s'épanouir pour plaire à l'autre. Complètement. Tu as très bien Et résumé. magnifique. Et sur cette part d'ombre, d'accepter si on n'est pas en capacité, parce que parfois on n'est pas tout de suite en capacité, on ne peut pas passer du point A au point B comme ça en grand écart, mais si on n'est pas en capacité de voir où sont nos défauts ou nos imperfections et de les accepter, de travailler dessus, déjà d'accepter qu'on est en lutte pour pouvoir faire ce pas, je trouve très beau, qui est sage, ce passage d'un état à un autre et qui va nous emmener vers notre sagesse. Complètement. Et ce que je dirais, pour faire un lien avec nos métiers, c'est que on n'a pas eu cette habitude de se poser ces questions-là. On a plutôt eu l'habitude d'aller dans une boîte. Donc si on ne sait pas comment se poser des questions, et ben c'est là le rôle du coach, parce que son principal outil, c'est la question, pour que la personne elle trouve sa propre réponse. Donc ne pas hésiter à se faire accompagner. Les accompagnements sont différents entre la thérapie pour libérer et le coaching pour avancer, en se posant des questions. Et il y a plein de façons de se faire accompagner et arrêter de croire qu'on va le faire tout seul et que ça va passer tout seul, parce que là, on se fout le doigt dans l'œil. Ouais. Non, ça s'empire. Je vous le dis, ça s'empire. Donc, non. Allez vers des personnes qui peuvent vous accompagner, vers quelque chose qui vous appelle en termes d'accompagnement. Ouais. Super. Merci infiniment pour ce mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Et puis, on se dit pourquoi pas à notre interview. Eh bien, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Céline. Bye bye. Bye.